Il futuro di Pierpaolo Pasolini c'è il Decamerone. Difatti Pasolini si accinge a girare questo film. Ora Napoli, dove ci troviamo, vanta qualche ipoteca su quest'opera di Giovanni Boccaccio. La prima è la novella di Andreuccio da Perugia e la seconda, forse non minore, è l'amore di Boccaccio per Fiammetta, la nobildonna del tempo degli aragonesi. Che cosa ci dice di queste ipoteche? Saranno forse deluse? No, io ho deciso di fare un film sul Decameron soltanto quando ho pensato di scegliere nel Decameron i racconti napoletani, le storie napoletane. Cioè soltanto a questo punto ho deciso di fare il Decameron. Però farò anche una certa coazione e porterò a Napoli, ambienterò a Napoli certi racconti del Boccaccio ambientati invece altrove. Allora, intanto Pasolini comincia a fare le riprese, a girare i racconti di Canterbury tra il settembre e il novembre del 1971, poi il film uscirà in anteprima appunto al Festival di Berlino il 2 luglio, dove, devo dire, contro tutti i pronostici vincerà l'Orso d'Oro, ma pensate che c'è un retroscena che raccontava il direttore esecutivo, diciamo, della produzione, che era Fabio Ocone, che dopo la proiezione per la critica, lui stesso andò da Pasolini con una faccia da funerale, nel senso che durante la proiezione per la critica il film durava 2 ore e 20, moltissime persone si stavano alzando, andavano, tornavano, sbuffavano, commentavano a mezza voce e Pasolini stava facendo una quantità di interviste impressionanti perché era molto atteso a Berlino, anche perché Decameron ovviamente aveva avuto un grande successo. E Ocone gli dice: guarda, dobbiamo mettere mano al film, cioè non può andare alla proiezione di gala in queste condizioni, cioè ti impallinano, insomma. E Pasolini lo ha guardato un po' così, un po' stranito, e dice: va bene, mettiamoci al lavoro. Racconta Ocone che l'unica moviola che era a disposizione in quel momento a Berlino era una moviola in legno del 1939, quindi potete immaginare come sono intervenuti su questa pellicola, togliendo 20 minuti. E il film poi ha avuto il successo pazzesco che ha avuto, perché appunto ha vinto l'Orso d'Oro, anche se lo stesso Pasolini ha sempre detto che della trilogia della vita era forse il film che lo convinceva di meno. Per la verità, la mia prima operazione è stata un'operazione quasi astratta. Ho deciso di fare Le Mille e una notte secondo il ricordo che ne avevo da ragazzo. E quindi è stata una decisione che non è stata un sogno, è stata una vera e propria decisione operativa, di lavoro.
Dopodiché ho riletto Le Mille e una notte e mi sono abbandonato completamente al testo. E mi sono abbandonato come si può abbandonare un letterato che è anche critico. Vous pensez que les cinéastes ont été trop loin? No, i cineasti direi di no, forse. Non, les cinéastes non, les producteurs peut-être, les producteurs des films porno. Est-ce que vous allez être, quand votre dernier film va sortir, il s'intitule Les 120 jours de Sodome, une fois de plus celui par lequel le scandale arrive? Ma io penso che scandalizzare. Je pense que scandaliser, c'est un droit. Essere scandalizzato è un Être scandalisé, c'est un plaisir. E chi rifiuta il piacere di essere scandalizzato è un moralista, il cosiddetto moralista. Et le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste. Le sexe est-il politique? Naturalmente. Bien entendu. Et la scatologie? Anche la scatologia. La scatologie également. Il n'y a rien qui ne soit politique. Le cannibalisme? Ma in certi ambienti, dans certains milieux, c'est un fait politique réel. Dans d'autres milieux, c'est un fait politique métaphorique. Vous pensez que c'est la meilleure façon de se débarrasser de ses ennemis politiques? Voyez-vous, j'ai fait ces jours-ci deux propositions modestes à la façon de Swift. J'ai proposé de dévorer les professeurs et les dirigeants de la télévision italienne. Ce sont quand même des coriaces. Nous avons d'excellents estomacs. Avez-vous toujours la même haine des bourgeois et de la bourgeoisie? Il ne s'agit pas de haine. Il s'agit de quelque chose de plus et de moins en même temps. Malheureusement, à ce point, je dois renoncer à cette espèce de haine, parce qu'en Italie, tous les gens sont devenus des bourgeois. Et quand ce sont les bourgeois qui font le succès d'un de vos films, est-ce que ça vous attriste? Il n'arrive jamais que ce soit des bourgeois à décréter le succès d'un film. Ce sont les élites bourgeoises, celles auxquelles j'appartiens, et la masse du public. C'est la masse du public. Pourquoi ne militez-vous plus aujourd'hui? Comment l'entendez-vous? Vous n'êtes plus un militant politique. Je le suis plus que jamais. Je n'ai jamais été inscrit à un parti, je suis un indépendant de gauche marxiste, mais je continue à militer plus que jamais. Est-ce que vous avez parfois la nostalgie de l'époque où les gens vous insultaient dans la rue? On m'insulte encore aujourd'hui. Et ça vous cause un certain plaisir? Je ne le refuse pas, parce que je ne suis pas un moralisateur. Quelle est la qualification professionnelle que vous préférez? Poète, romancier, dialoguiste, scénariste, acteur, critique ou metteur en scène? Dans le passeport, j'écris simplement écrivain. Pourquoi avez-vous entouré le tournage des 120 jours de Sodome d'un tel mystère? È stato girato tanto mistero. Ce mystère, parce que toutes les œuvres doivent naître dans le mystère. J'ai essayé de la défendre plus que les autres parce qu'il y avait des dangers immédiats, plus lourds, mais rien de spécial. Qu'est-ce que vous appelez des dangers immédiats? L'apparition d'un moraliste qui refuserait le plaisir d'être scandalisé. Alors vous avez évoqué une république fantoche qui a été instaurée en Italie pendant la guerre.
Ça évoque un peu le régime de Vichy en France pendant l'occupation? Oui, c'est exactement l'équivalent de la République de Vichy. Où était-elle installée? Dans l'Italie du Nord, et elle avait comme capitale Salò. Et le titre du film, c'est Salò. Et qui l'avait installée? Je crois Mussolini lui-même, poussé par les nazis. Vous pensez que ça a été l'époque de la grande décadence? Ça a été la décadence du moment hitlérien, mais sûrement pas du grand capitalisme occidental. Alors on sait que dans ce film, une centaine de jeunes gens et de jeunes filles sont soumis à un traitement particulièrement cruel et violent. Supplices et puis aussi ces outrages dont on prétend toujours qu'ils sont les derniers. Comment avez-vous recruté ces 100 jeunes gens et jeunes filles? En vérité, j'ai suivi le nombre magique, les nombres magiques de Sade, le nombre 4. Et les victimes sont en tout une vingtaine, non une centaine. Pour les choisir, comme pour les autres films, j'ai rencontré des milliers de gens et j'ai choisi celles qui me semblaient être les meilleures.